Des bébés, il y en a des longs, des ronds, des minces, certains dodus, d'autres plus délicats. Regardez le vôtre. Pampers présente sa couche Premium Custom Fit. La seule couche au côté si extensible qu'elle s'ajuste à tous les bébés, les gros, les petits et le vôtre aussi. Enfin, une couche aussi unique que bébé. La Premium Custom Fit de Pampers. Elle s'ajuste et vous suit pas à pas. Nous avons trouvé un terrain d'entente qui respecte les juridictions de tout le monde, mais qui permet d'avoir une meilleure coordination et de nous permettre d'avoir un système qui sera beaucoup plus efficace dans les années à venir. L'année 2000 a été celle du réinvestissement dans la santé. Je dois dire que ça a été difficile, mais c'est une démonstration que quand on négocie avec fermeté, qu'avec bonne foi, de part et d'autre, avec imagination, qu'on peut arriver à des résultats positifs, et c'est le cas. Après de rudes discussions avec les provinces, le gouvernement fédéral, qui dispose d'importants surplus, s'engage à remettre 23,5 milliards en 5 ans en paiement de transferts aux provinces pour les budgets de la santé. En attendant que ne se concrétisent ces engagements et malgré plusieurs nouvelles injections d'argent, les gens ont dû vivre avec la réalité. Comme chaque année, la grippe a frappé fort en janvier et comme chaque année, les urgences se sont retrouvées encore une fois débordées. Le taux d'occupation des lits dans les hôpitaux de la région de Montréal a atteint trop souvent les 200%. Même sentiment de déjà-vu pour les listes d'attente en chirurgie. Mais cette fois, les chirurgiens cardiaques servent un électrochoc à la ministre Pauline Marois. On parle de mort. La liste d'attente de 1000 patients, il y en a 3 à 6 qui vont mourir à tous les mois. Ça, c'est les statistiques internationales. Je trouve que c'est un peu exagéré dans le nombre de morts, non? Dans les hôpitaux, les chirurgiens sont confrontés à des choix déchirants. Des personnes en attente chez elles voient leur chirurgie annulée, faute de lit. Et ce sont des patients déjà hospitalisés qui prennent leur place. Alors c'est ça notre vie là, depuis plusieurs années, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut qu'ils le sachent, les gens. En Alberta, malgré les très fortes protestations, le premier ministre Ralph Klein ouvre une brèche dans le système canadien de la santé. Il élargit le rôle des cliniques privées et leur permet désormais d'hospitaliser leurs malades pendant 24 heures. Pour voir ce qui se passe, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nuire au pays, pas juste l'Alberta. Le projet de loi 11 crée-t-il une médecine à 2 vitesses, une pour les riches, une autre pour les pauvres? Non, dit le gouvernement albertain, parce que les soins demeurent gratuits. Ottawa et les autres provinces surveillent de près l'expérience. La santé aura décidément occupé une grande place à Ottawa cette année. Ça a été un des thèmes principaux de cette campagne électorale qui a consacré la victoire du premier ministre Chrétien et du Parti libéral, qui est maintenant plus que jamais le seul parti vraiment national au Canada. Mais pour arracher ce 3e gouvernement majoritaire d'affilée, qui est du jamais vu depuis Mackenzie King, M. Chrétien a dû passer à travers une année difficile, où la gestion de son gouvernement et même son intégrité ont été attaquées, au ministère des Ressources humaines, entre autres. M. Chrétien aura aussi dû se défaire d'un nouvel adversaire, l'Alliance canadienne, le mariage de l'ancien Parti réformiste et de certains conservateurs qui veulent réaliser l'unité de la droite et en faire justement une force nationale avec un nouveau chef, Stockwell Day. Le 21e siècle est enfin arrivé. L'Alliance canadienne vient de naître. Les réformistes ont accepté de s'aborder leur parti et de suivre leur chef, Preston Manning, pour créer un parti national, un parti capable d'unifier la droite et surtout de battre les libéraux de Jean Chrétien. La course au leadership est ouverte, mais c'est un nouveau venu, Stockwell Day, le ministre des Finances d'Alberta, qui sera premier chef de l'Alliance. Stockwell Day met fin aux ambitions de l'ancien chef réformiste, mais en beau joueur, Preston Manning se rallie tout de suite. Le projet de loi sur la clarté garantit à tous les Canadiens que leur... Le fameux projet de loi C-20 sur la clarté référendaire a finalement été adopté. Avec cette loi, Ottawa s'est donné un droit de regard sur les règles qui devraient prévaloir avant et après un prochain référendum sur la souveraineté du Québec.
Le gouvernement Bouchard tente de mobiliser l'opinion contre le projet. Mais sa réplique, le projet de loi 99 qui affirme que seul le Québec peut décider des règles d'un référendum, passe quasi inaperçu. Nous seuls pouvons décider en toute légitimité de notre avenir. Une année extrêmement éprouvante pour la ministre Jane Stewart avec le scandale du ministère des Ressources humaines et pour son premier ministre également. Le comté du premier ministre chrétien est visé. Plusieurs subventions y auraient été accordées et obtenues de façon douteuse. Des enquêtes policières sont ouvertes, dont une mènera à des accusations. Les conclusions du vérificateur général sont accablantes. La gestion du ministère des Ressources humaines montre une façon de faire inacceptable. Le programme du Fonds du Canada pour la création d'emplois est finalement aboli. Autre tuile pour Jane Stewart avec la découverte d'un fichier central de renseignements personnels géré par son ministère. On y trouve état civil, revenu annuel, origine ethnique, niveau de scolarité, tout y est. Pour plusieurs, une menace intolérable à la vie privée. L'opinion publique a finalement raison de Big Brother. Madame Stewart ordonne le démantèlement du fichier. Ce n'est pas une certitude, je n'ai pas pris aucune décision. Jean Chrétien était le seul à souhaiter des élections à l'automne. Même dans son propre parti, l'opposition était vigoureuse. Mais tous ont compris qu'il ne blaguait pas quand le ministre des Finances, Paul Martin, a déposé un mini-budget très généreux. Les mesures que nous annonçons vont porter ces réductions à 100 milliards de dollars. Quand il s'est rendu à Rideau Hall pour déclencher les élections, Jean Chrétien avait deux objectifs. Couper l'herbe sous le pied de Stockwell Day et forcer Paul Martin et ses partisans à rentrer dans le rang. Mais par-dessus tout, je veux que tous les Canadiens et Canadiennes profitent de cette prospérité retrouvée. Mais officiellement, la campagne devait porter sur les valeurs chères aux Canadiens et sur l'utilisation des surplus, même si le mini-budget les avait déjà consacrés en bonne partie à la dette et aux impôts. Nous avons pour la première fois des surplus budgétaires. Et avant de les dépenser d'une façon définitive, il faut demander aux citoyens canadiens qu'est-ce qu'ils préfèrent comme société. Rapidement, il devient évident que Stockwell Day n'est pas prêt à faire campagne. Son organisation est boiteuse et ses collaborateurs ont le don de le mettre dans l'embarras. Jason Kenney évoque une médecine à deux vitesses et la campagne de l'Alliance déraille. Stockwell Day n'en finit plus de s'expliquer. Lors des débats télévisés, c'est Jean Chrétien qui se retrouve sur la défensive, attaqué vivement par Joe Clark, le gagnant des deux débats. C'est vous, M. Chrétien, qui est responsable pour les problèmes dans le système de santé au Canada. Un débat qui fait le bonheur d'Alexa McDonough, qui a fait de la santé son seul thème de la campagne. Vous n'avez rien fait pour arrêter la privatisation en Alberta. Complètement absent du débat en français, Stockwell Day compte sur le débat en anglais pour démontrer, une fois pour toutes, qu'il est opposé à une médecine à deux vitesses. No two-tier healthcare. Now, I've said that very clearly. Convaincant dans les deux débats, Gilles Duceppe cogne le clou de la santé, mais aussi celui de la criminalité. Le Québec réclame une loi anti-gang. La très vaste majorité des Québécois et des Québécoises demandent qu'on prenne une loi, qu'on adopte une loi plus musclée. Et là, on ne bouge pas. Vous savez, ça, c'est être coupé de la réalité québécoise. On ne peut pas être plus coupé que ça de la réalité québécoise. Hors Québec, la campagne s'envenime entre libéraux et alliancistes. Les libéraux soupçonnent Stockwell Day d'avoir des visées secrètes, de vouloir imposer ses valeurs religieuses et ses vues sur l'avortement, la peine de mort et l'homosexualité. Certains, comme Eleanor Kaplan, l'accusent même de racisme. Encore une fois, Stockwell Day doit se défendre. Et je dis à Jean Chrétien, commencez à dire les choses qui sont vraies et directez, s'il vous plaît, vos ministres à faire la même chose. L'Alliance contre-attaque. L'intervention de Jean Chrétien en faveur de l'auberge Grand-Mère lui donne des munitions. Criminel, ira jusqu'à laisser entendre Stockwell Day. Jean Chrétien est blanchi par le conseiller en éthique, mais l'opposition ne lui accorde aucune crédibilité. Même ton hargneux au Québec, l'intervention des trois ténors, les Duceppe, Bouchard et Parizeau, est l'occasion de vilipender Jean Chrétien, mais l'intervention qui lui fera le plus mal sera celle de Bernard Landry. Pour voter pour Jean Chrétien, il faut détester beaucoup le Québec
Mais il faut détester le Canada aussi, parce que... Dans les derniers jours de la campagne, les insultes pleuvent. L'Alliance maîtrisée, Jean Chrétien attaque Joe Clark. Une remontée des conservateurs pourrait forcer les libéraux à se contenter d'un gouvernement minoritaire. Mais c'est le contraire qui se produit. Jean Chrétien est réélu avec une majorité accrue et plus encore, il fait des gains importants au Québec. Cette troisième majorité permettra à Jean Chrétien de prendre tout son temps avant de décider de son avenir, une décision qui ne viendra sûrement pas avant la mi-mandat. Si le Bloc québécois doit se trouver une raison d'être, c'est l'Alliance canadienne qui a le plus grand défi, revoir son programme, l'expurger des éléments inacceptables à une majorité de Canadiens, lui assortir une politique culturelle et surtout convaincre enfin toutes les forces de la droite de s'unir dans le même parti. Une première au pays, un Canadien d'origine indienne, Ujjal Dosanjh, devient premier ministre de la Colombie-Britannique. Il hérite d'un parti, le NPD, qui a vu ses deux derniers chefs démissionner à la suite de scandales. Pull this party together in solidarity. Moi, le temps des fêtes. Cette année, je passe un tour. Tout ce qu'on fait, c'est dépenser. Puis, manger. Donne-moi ta bouche. Il n'y a jamais personne de content. Les fêtes ne seront plus jamais pareilles, avec la fureur des années 60. Manifestation impressionnante de journalistes et de citoyens contre l'intimidation des motards criminels à la suite de l'attentat contre Michel Auger du Journal de Montréal, un journaliste qui n'a jamais craint d'exposer leurs activités criminelles. À Terrebonne aussi, les citoyens ont marché pour crier leur indignation face au meurtre de Francis Laforêt, qui refusait les revendeurs de drogue dans son bar. Parmi les manifestants, Michel Auger, tout juste sorti de l'hôpital. Je pense qu'il y a une prise de conscience d'une société devant de la violence gratuite, devant l'emprise du crime organisé, démontre qu'on a un problème dans notre société. Il y a des gens qui se mettent la tête dans le sol comme l'autruche, puis il y en a d'autres qui veulent montrer leur désaccord avec la violence. Hells Angels et Rock Machine réagissent avec éclat par une rencontre au sommet de leur chef, Maurice Boucher et Frédéric Fauché, en plein palais de justice de Québec. Une opération de relations publiques annonçant une trêve dans la guerre qu'ils se livrent, mais surtout une provocation face aux autorités gouvernementales et policières. Je ne veux pas tomber dans le piège d'un coup médiatique des motards criminels. Ces gens-là sont des gens qui sont prêts à tuer pour s'enrichir. Qu'ils se divisent entre eux ou qu'ils soient unis, ils sont aussi dangereux. À l'été, une autre opération médiatique a suscité la controverse. Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland ont eu mal à expliquer pourquoi ils ont accepté de chanter au mariage d'un Hells Angel. L'année se termine par des coups durs pour les deux chefs de gang qui sont actuellement emprisonnés. Le Hells, Maurice Boucher, d'abord acquitté de l'accusation d'avoir commandé le meurtre de 2 gardiens de prison en 1997, devra subir un nouveau procès sous les mêmes accusations. Et puis Frédéric Fauché et une quinzaine de membres des Rock Machine ont été arrêtés lors du démantèlement de leur réseau de drogue dans la région de Québec. Autre beau coup, la police a identifié des employés de la Société d'assurance automobile du Québec et du ministère du Revenu qui transmettaient des informations confidentielles aux motards. À Québec, le gouvernement du premier ministre Bouchard a connu une année de bon gouvernement, pourrait-on dire. Les conditions gagnantes d'un 3e référendum sur la souveraineté ne sont pas encore en vue, donc il a fallu se rabattre sur la gestion courante de la chose publique. Avec 2 sommets, un sommet sur la jeunesse, un autre sur la question toujours très sensible de la langue. Et puis aussi 2 grandes réformes attendues depuis très longtemps, mais qui ont provoqué beaucoup de contestations. La réforme du programme scolaire et surtout celle des fusions municipales. C'est d'abord Jean-François Lisée, l'ex-conseiller des premiers ministres Bouchard et Parizeau, qui a donné le ton, affirmant que la souveraineté n'est plus à l'ordre du jour. Son livre « Sortie de secours » avance qu'il faut changer de stratégie et chercher plutôt à obtenir un nouveau mandat pour négocier des pouvoirs jugés essentiels au Québec. Une proposition reçue froidement au Parti québécois et au bureau du premier ministre. Cette mesure stratégique que propose M. Lisée n'est pas viable et que je n'y crois pas et je ne pense pas qu'il faille s'y engager.
Un premier sommet de la jeunesse à Québec. Une rare occasion pour les jeunes de faire entendre leurs revendications. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous parler. Lutte à la pauvreté, meilleur accès à l'éducation, mais tous n'étaient pas invités, ce qui a dégénéré. Le premier ministre Bouchard a finalement obtenu le consensus qu'il souhaitait et s'est engagé à réinjecter 1 milliard en 3 ans dans les budgets de l'éducation et de la jeunesse. Un fonds spécial de 240 millions pour la jeunesse a aussi été créé. 3 cafés Second Cup de Montréal ont été la cible d'attentats à la bombe de la brigade d'autodéfense du français en guerre contre les entreprises à raison sociale de langue anglaise. L'ex-felkiste Réal Mathieu a été arrêté et accusé. Je déclare ouvert les États... C'est l'ex-président de la CSN, Gérald Larose, qui préside les États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec. Un exercice qui pourrait conduire à une révision de la Charte de la langue française l'an prochain. Aussi une promesse du premier ministre Bouchard à ses militants plus radicaux, mais qui conduit déjà à une nouvelle crise au Parti québécois, quand Yves Michaud tient des propos controversés sur les résistances de la communauté juive à l'endroit du projet souverainiste. L'Assemblée nationale vote une résolution unanime, le sommant de retirer ces paroles, ce qu'il refuse de faire. Vos propos à mon égard sont profondément injustes et non fondés, et votre acharnement à mon endroit n'est pas digne de la fonction que vous exercez. Il obtient même l'appui de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau et de plusieurs militants souverainistes. Si vous n'êtes pas d'accord avec le political correctness, la rectitude politique, comme on dit de nos jours, l'Assemblée nationale peut vous descendre sur la couenne en disant « Je vous condamne » et à l'unanimité. C'est pas drôle dans une société. C'est pas tous les gens qui vont avoir le courage nécessaire pour s'opposer à ça. Moi, j'ai connu ça à l'époque du Plessis. Le premier ministre Bouchard reste intraitable sur ce qu'il considère comme une question de principe fondamentale. Et il va tout faire pour empêcher M. Michaud d'être candidat du PQ dans le comté de Mercier. Il y a eu un pareil crime de commis contre les Juifs. Alors que dans mon Parti québécois, donc je suis le chef, on se met tout à coup à dire « c'est pas si grave ». Ben, c'est pas ça qu'il a dit. Mais on en aura le bol des Juifs qui prétendent être le seul à avoir souffert. Non, non, pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Et je suis convaincu que ce n'est pas non plus pour le Parti québécois et que ce n'est pas non plus pour le Parti québécois que de stigmatiser le vote des communautés ethniques quand elles ne votent pas pour la souveraineté. Une île, une ville à Montréal, c'est un vieux rêve de politiciens qui remontait à la surface de temps en temps pour disparaître presque aussitôt. Les divisions Est-Ouest, francophones, anglophones ont assez duré. Quand Pierre Bourque l'a repris à son compte, on s'est moqué de lui. Il n'arrivait pas à renverser le nom irrévocable de Lucien Bouchard. Une île, une ville, c'est pas dans le portrait pour nous. C'est pas dans le paysage. On croyait le projet enterré pour de bon, jusqu'à ce que Jean-Paul Lallier reprenne le concept pour la région de Québec, 2 rives, 2 villes. Quiconque ne regrettera pas la mort de sa bonne vieille ville n'a pas de cœur. Mais quiconque souhaite le statu quo, même amélioré, n'a pas de cervelle. Le gouvernement Bouchard clame lui aussi l'urgence d'agir pour diminuer le nombre de municipalités. Mais je crois que les gens vont comprendre qu'on ne peut plus continuer à être équipés comme on l'était il y a 50 ans. Louise Arel dépose son livre blanc sur les regroupements régionaux. Les structures proposées inquiètent les maires de banlieue qui voient venir la menace des fusions. De la dictature, de la République de bananes. Mais je vous dis aujourd'hui, je crie SOS. Citoyens, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Le mouvement de contestation gagne les employés municipaux. Ils s'opposent à ce que les fusions se fassent sur leur dos par une diminution de salaire et de moins bonnes conditions de travail. Critiqué de toutes parts, le plan Harel bat de l'aile. Les rapports Bernard pour Montréal et Lapointe pour Québec redonnent un nouveau souffle au projet. Ils proposent carrément des fusions. Les villes deviendront des arrondissements. Lucien Bouchard aime l'idée de cette nouvelle administration locale. L'idée des arrondissements, elle est bonne et je pense qu'il faudra travailler avec ça. Dans le projet de loi, ces arrondissements n'obtiennent qu'un pouvoir de tarification, mais pas de taxation ni d'emprunt. Voyant leur ville en voie de disparaître, les opposants affichent leur colère. Nous vivons actuellement le génocide municipal. Je pense qu'on se sent tous trahis.
Ils obtiennent une douce revanche en contribuant à la défaite de 3 députés du Bloc québécois en banlieue de Québec. Je pense que le mouvement de diffusion nous a empêchés de parler durant la campagne électorale de nos programmes. Ça ne suffit pas à calmer leur furie. Les manifestations s'amplifient. On était 70 000 personnes. Les hauts cris ne suffisent pas. Les amendements ne changent rien à l'essence du projet. Le gouvernement impose le bâillon et la loi est adoptée avant Noël. L'hôtel de ville de Sainte-Foy deviendra donc, comme celui des autres banlieues, un simple immeuble d'arrondissement. Le retour en classe a coïncidé avec la nouvelle réforme du programme scolaire et ce projet de ne plus chiffrer les bulletins. Une nouvelle façon de faire qui inquiète bien des parents, à commencer par le premier ministre Bouchard lui-même, qui préfère l'ancienne méthode. Je suis très content que mes fils puissent bénéficier de ce genre d'évaluation. Les enseignants aussi sont inquiets, manque de temps, de préparation, épuisement. La réforme de l'éducation qui a été implantée à toute vapeur connaît des ratés. Les syndicats menacent de boycotter la réforme. Quand il y a une réforme, qu'on prend la peine d'avoir des états généraux, d'écrire un beau gros livre, de remettre ça aux enseignants, on leur dit pas en même temps, arrangez-vous avec le reste. Est-ce qu'on peut tolérer d'avoir des représentants qui viennent essayer de saccager cette réforme? Le ministre Legault réussit à calmer le jeu, du moins pour le moment. Il promet, entre autres, de donner plus de temps à la formation des professeurs. Pendant des mois, les policiers de la Sûreté du Québec maintiennent des moyens de pression pour obtenir plus que les autres employés de l'État. Leur excès de zèle aux heures de pointe provoque des embouteillages. Puis, changement de tactique. Les policiers disparaissent des routes. Le nombre d'accidents mortels grimpe et le ministre Ménard pose un ultimatum. Contrairement à ce qu'ils croient, la sécurité du public est en danger. J'espère que leur attitude va changer promptement. La grève des contraventions prend fin à temps pour le congé de la fête du travail. Les 2/3 des policiers obtiennent 2% de plus grâce à l'ajout d'un échelon supérieur. Je m'appelle Madame Bakoria Kondé, je viens de la Guinée-Conakry. I'm Ngozi Kodji and I'm from Nigeria. Mon nom est Brigitte Servois, je viens du Québec. Nishigaki Nobuko. Nihon, Japan. Mi nombre es Jacqueline Pérez y vengo del Ecuador. Pour la première fois, la marche des femmes s'est donné une dimension internationale. Rendez-vous à New York, aux Nations Unies. Pendant que d'autres faisaient de même à travers le monde, des milliers de femmes ont marché aux 4 coins du Québec. Les 2 principales revendications, l'égalité entre hommes et femmes et la fin de la violence faite aux femmes. La flambée des prix du carburant a provoqué la mauvaise humeur des consommateurs. Au Saguenay, on tente même un boycott des pétrolières. Les camionneurs sont particulièrement touchés et réclament de l'aide. Leurs manifestations se multiplient. Nouvelle conférence de presse pour annoncer les mesures compensatoires pour les camionneurs qui sont en avec le gouvernement. C'est insuffisant. Les gouvernements refusent de baisser les taxes. C'est une année de profit record pour les pétrolières, dont les gains ont plus que doublé grâce au prix élevé du brut et aux opérations de raffinage. Au port de Montréal, la CSN a tenté un coup de force pour damer le pion aux autres syndicats et pour obliger les différents employeurs à négocier une convention collective unique. Après un mois de grève et une loi spéciale du gouvernement Bouchard, les camionneurs doivent rentrer sans avoir obtenu d'augmentation salariale et sans avoir amélioré leurs conditions de travail. Solidarité! En plein conflit, le Conseil canadien des relations industrielles refuse les demandes de syndicalisation des camionneurs déposées par la CSN. Même à cette période, il faut le dire, où le pays a vraiment renoué avec la croissance, avec la prospérité,
Le coût de la vie, le chômage, les conditions de travail laborieuses sont encore le lot de bien des gens. Mais ce n'est sûrement pas le cas des athlètes professionnels au baseball en particulier, où la folie des contrats faramineux vient d'atteindre des proportions démesurées. Ce qui ne doit pas pour autant nous empêcher d'apprécier la beauté, la fraîcheur de l'exploit sportif comme tel. Alors je vous propose de revoir en quelques minutes certains moments de l'une et l'autre de ces deux facettes du monde du sport en l'an 2000. C'est au cœur du pays synonyme de la puissance en ski alpin que Mélanie Turgeon devient la première Québécoise à remporter une épreuve de Coupe du monde. À soulever tous ces trophées, Tiger Woods renforce ses bras et sa légende. 3 victoires à des tournois majeurs du jamais vu en 47 ans. De quoi nous laisser bouche bée. Oh, man. Oh, wow. Michael Schumacher a réhabilité la puissance du cheval cabré de Ferrari en lui donnant son premier championnat des pilotes depuis 21 ans. Soccer et hooligan sont indissociables, tout comme, depuis tout récemment, soccer et suprématie française. Après la Coupe du monde en 1998, une victoire à l'Euro 2000 au mois de juillet. C'est magnifique. Ça, c'est beau. Tout aussi magnifique, quoiqu'à plus petite échelle, cette relation d'amour entre les amateurs de football de Montréal et leurs Alouettes. Les Alouettes ont fait un pas de plus que l'an dernier, mais malheureusement ont perdu en finale de la Coupe Grey contre les Lions. And we're world champions. How about the Rams? Congratulations, Kurt. Thank you very much. Maintenir une dynastie, c'est maintenir les salaires élevés. Les Yankees le font. Résultat, 26 victoires en série mondiale, dont les 3 dernières années. Avant, on assurait l'avenir de sa famille. Maintenant, c'est celui d'un village. Alex Rodriguez, 252 millions sur 10 ans. C'est lui le village global? Right in this square here. Jeffrey Loria avait la ville à ses pieds, littéralement au dévoilement d'une maquette d'un stade qui restera d'ailleurs au stade de maquette. Des actionnaires rayonnants qui avaient foi en leur sauveur, mais qui bientôt se sauvaient des caméras quand la réalité leur fut contée dans des réunions top secrets. C'étaient eux, les mystérieux investisseurs de M. Loria. Si il n'y a pas plus de revenus, nous avons besoin plus d'argent. Pas de vice-président marketing, pas de contrat de télé, pas de caravane d'hiver, mais un camion de déménagement tout proche. Que cette proposition a été abandonnée et que nous ne reviendrons pas sur cette question. Le projet du ministre fédéral de l'Industrie, John Manley, une aide financière aux équipes canadiennes de la Ligue nationale de hockey. Mais les réactions sont telles, il s'agit d'un véritable rugissement généralisé, que le ministre n'a d'autre choix que de faire cette spectaculaire volte-face une semaine après sa proposition. Au club d'hockey, les gros lots, aux démunis, les coups de ciseaux. Les autres défis étaient d'améliorer la synergie commerciale entre les marques Molson et Canadiens et mettre en œuvre une stratégie de maximisation de la valeur des actifs sport et spectacle de Molson. Voilà un jargon auquel on s'habitue, qu'on a pu entendre au point de presse sur la vente de l'équipe et du centre Molson. Le président du Canadien, Pierre Boivin, sait très bien que quand on vend une maison, il faut procéder à un ménage. Suite à nos résultats inacceptables, dans notre culture, dans nos valeurs, quand tu es un Canadien, tu ne lâches pas. je souhaite donc la bienvenue à André. André Savard, remplaçant de Régent Houle. Michel et Guy. Michel Terrien, successeur d'Alain Vigneault, et Guy Carbonneau, son nouvel adjoint. Patrick Roy. On se souviendra de la victoire numéro 448 de Patrick Roy, mais aussi du numéro 911 composé par sa femme qui conduira à des accusations de méfaits criminels et de violence conjugale. Je souhaite que cette distraction va bientôt être chose du passé. Merci. Marty McSorley est trouvé coupable d'agression armée à l'endroit de Donald Brashear, mais n'aura ni peine de prison ni casier judiciaire. Enfin, si les Devils veulent refaire leur numéro, ils devront surveiller un numéro, le 66, le magnifique. Les circonstances de la mort d'un adolescent de 13 ans, Alexandre Livernoche, dont le corps a été retrouvé dans une carrière de Tracy, ont soulevé la colère populaire. Au-delà de l'odieux du crime, ce qui révolte, c'est que l'accusé est un criminel relâché avant d'avoir complété sa peine.
Mario Bastien, le présumé assassin, a obtenu des administrateurs de la prison où il était détenu un congé temporaire au 6e de sa sentence, même si 2 mois plus tard, la Commission des libérations conditionnelles jugeait qu'il ne devait pas être remis en liberté. Le dossier qu'il avait, il n'aurait pas dû se traduire par une libération. Depuis, l'ancien recteur de l'UQAM, Claude Corbeau, a été chargé de passer à la loupe le système de libération conditionnelle. Une manifestation contre la brutalité policière tourne à l'émeute. Les vitres d'un poste de police et de restaurant volent en éclats. Une centaine de manifestants sont arrêtés. Les jeunes dénoncent l'hésitation de la couronne à porter des accusations contre un policier, le portier d'un bar, responsable de l'arrestation musclée d'un sans-abri, Jean-Pierre Lizotte. Quelques mois plus tard, les accusations sont déposées contre les 2 hommes impliqués dans la mort de Lizotte. Une première condamnation dans la fraude du marché central, celle de Jean-Pierre Quentin. L'ex-avocat qui a accepté de témoigner contre ses anciens complices a été condamné à 5 ans et demi de prison et doit rembourser 5 millions à ses victimes. Piégés, les sœurs du Bon Pasteur et du Bon Conseil ont englouti près de 100 millions dans ce projet commercial. Les complices de Quentin, l'homme d'affaires Jean-Alain Bisaillon et le comptable Denis Schmutt subiront leur procès en 2001. Moi, j'aime bien le Québec. On y trouve des choses étonnantes, comme la SAQ par exemple. Ils ont des vins de partout, des alcools du monde entier, et si tu sais pas, tu demandes, ils connaissent tout. Alors de 2 choses l'une, ou vous ouvrez une SAQ chez nous, ou je prends un appart chez vous. La SAQ, unique au monde. Les enfants, c'est innocent, c'est des petites victimes innocentes. Nicolet, comment ne pas se souvenir de cette tragédie cruelle qui a coûté la vie à 8 enfants d'une garderie en milieu familial qui se rendaient à la cabane à sucre. Un deuil qui nous a touchés dans ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. C'est pas compliqué, c'était une vision d'enfer. Il y avait des jeunes enfants détendus un peu partout. Il y en avait dans les champs, il y en avait dans le fossé, il y en avait dans les véhicules qui étaient coincés. Il y en avait partout, c'était épouvantable. En 23 ans de carrière, c'est la première fois qu'il y a ça. Je sais pas, depuis hier, je pense juste à ça. C'est horrible, c'est terrible. Je peux imaginer leur peine parce que c'est pas les miens, puis je pense que j'en ai autant qu'eux autres. La tragédie soulève aussitôt la question de la sécurité des enfants à bord d'un véhicule. Après enquête, le coroner conclut que les lois sur le transport des enfants sont confuses, mal appliquées et que peu d'adultes savent comment utiliser les sièges d'enfants. Mais peut-être plus affolant encore, le coroner conclut que même correctement attachés, la majorité des enfants de Nicolet n'auraient pas survécu à l'accident. Comment imaginer qu'une structure de béton sous laquelle passent des milliers d'automobilistes chaque jour puisse s'effondrer de la sorte? Une personne est morte, 2 autres ont été blessés gravement, enterrés sous les décombres. On n'ose pas imaginer la tragédie si la catastrophe s'était produite à l'heure de pointe. Une enquête du coroner est ouverte. Défaut d'alignement des poutres, négligence, erreur de conception. On ne connaît pas encore les causes exactes de l'accident. Ce qu'on sait, c'est que l'entrepreneur responsable du chantier, Beaver Asphalt, n'avait plus de licence depuis plusieurs mois et était en retard sur son échéancier. Des vents de plus de 300 km/h et à peine 10 minutes de préavis pour trouver refuge. Les campeurs n'ont eu aucune chance. La tornade qui a détruit un terrain de camping près de Red Deer, en Alberta, a fait 11 morts, une centaine de blessés et des millions de dollars de dégâts. Des vents d'une telle force que des roulottes ont été projetées dans les airs en moins de 20 minutes. Tout a été ravagé sur une largeur d'1 demi-kilomètre. Comme chaque année, des gens qui faisaient partie de nos vies, dans certains cas depuis longtemps, nous ont quittés. Des gens qui nous ont instruits, des gens qui nous ont informés, qui nous ont divertis. Rappelons-nous ensemble. Le grand air de ce monde me soulève comme une ville de toile. Toi, cœur de mon cœur. Après la mort,
Ceux que les enfants vivent dans leurs enfants. Ceux qui ont écrit ou ont fait de la musique ou ont fait de la peinture vivent pendant quelque temps dans leurs œuvres. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Alors, t'as rien senti? Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. C'est deux ministres qui ont déposé un mémoire dans lequel j'étais accusé de vouloir, à travers la faculté et mes anciens élèves, former un parti politique pour renverser le seul gouvernement catholique de l'Amérique du Nord. Prima voi, no, no, sono in casa mia. La Société Radio-Canada a réduit de 5 millions son budget pour les 6 derniers mois de l'année financière en cours. Le président de la Société, M. Alphonse Ouimet, a déclaré à Ottawa que la réduction budgétaire entraîne la suspension de la chaîne de modulation de fréquence entre Montréal, Toronto et Ottawa. Moi, quand j'entre dans le salon des gens, je veux bien y entrer avec le sourire et courtoisement, n'est-ce pas? Le programme de ce soir, mesdames, messieurs, est entièrement composé de musique canadienne. Nous allons commencer en vous présentant notre animateur, l'agriculteur le plus généreux du monde, Roger Beaulieu. Un autre beau dimanche d'été vous convie à quelques heures de délassement et de divertissement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus long. Je suis de l'ange, des langes, pas le temps, des temps. Tiens, l'argent de la vente des patates à Marcelin, tout le rouleau, je ne l'ai point touché. Ce que nous devons éviter à tout prix, c'est que l'Église entre en conflit ouvert avec le gouvernement. Je suis peut-être un vieux fou, mais je le vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-lui que tu sais pas comment il va comprendre. Alors là-dessus, je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure pour la revue des grands événements internationaux. Alors au nom de toute l'équipe, bonsoir, merci et à demain. RDI vous souhaite de joyeuses fêtes et de bonnes nouvelles. RDI en direct sur la vie. La météo vous est présentée par Flexoflex. Flexoflex, là où ça fait mal. Les casinos au Québec, hein, on se rend compte que ça crée beaucoup de problèmes. D'ailleurs, moi, je connais quelqu'un, il a perdu sa chemise. Il m'a dit qu'il mangeait ses bas. Hein. D'autant plus que c'est sa femme qui porte les culottes. Là. Fait qu'il s'est retrouvé tout nu, ça n'a pas été trop long. Là. Ça fait pas bien à tout le monde, un baril des bretelles. Hein. Daniel Lemire en supplémentaire du 31 janvier au 3 février. Faut dire que c'était un joueur compulsif. Tu sais, le genre qui va se gratter, là, qui va regarder après voir s'il a gagné quelque chose. Là.